Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'effet patrimoine, un numéro spécial assurance vie aujourd'hui, l'assurance vie qui reste le placement financier préféré des Français avec une année record en 2024, mais également un événement, peut-être suite aux événements politiques, de plus en plus d'épargnants se tournent vers l'assurance vie luxembourgeoise. Alors que faut-il faire pour 2025? Assurance vie classique, assurance vie luxembourgeoise, c'est ce qu'on voit dans ce numéro de l'effet patrimoine. Assurance vie, que faut-il faire en 2025? Eh bien, les experts sont là pour nous répondre. On est ravis d'accueillir Loïc Le Foll. Bonjour Loïc. Bonjour Fabrice. Vous êtes membre du COMEX chez AG2R La Mondiale, responsable de l'épargne patrimoniale. Et avec vous, on va voir les grands chiffres de l'assurance vie dans un instant qui ont été assez spectaculaires pour 2024. À vos côtés, Olivier Herbout. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Vous êtes le cofondateur de Ramify. Donc Ramify qui est une plateforme digitale où on peut faire de l'assurance vie, à peu près toutes les assurances vie. Absolument, plateforme digitale, on est une alternative à la banque privée. Aujourd'hui, on a plus de 4000 investisseurs qui nous font déjà confiance, des chefs d'entreprise, des dirigeants, des cadres supérieurs plus. Et ce qui leur a plu, c'est une digitalisation très très forte. Oui. On peut visualiser, on découvre, on peut investir, tout ça sur une et une seule app. On a aussi ce qui a plu forcément, c'est une expertise sur le domaine. Pourquoi nous on ne fait que de l'investissement, la différence des banques privées, mais on estime qu'on fait tout sur l'investissement. Et enfin, bien sûr, pour bien conseiller, en réalité, il faut tout avoir. Donc nous, par exemple, ce qu'il faut que ceux qui nous regardent ils comprennent, c'est nous, on a l'offre la plus large en private equity, en dette privée, plus de 70 fonds qui sont répertoriés de qualité institutionnelle. Et on n'a pas que ça, on a de l'art, on a du PER, on a des assurances vie françaises, et on a bien sûr de l'assurance vie luxembourgeoise. Ah bah ça tombe bien, on va en parler effectivement. Loïc, on démarre par cette très belle année 2024, des chiffres records, je crois que toute l'industrie est ravie de cette année. Alors, quelques chiffres, près de 30 milliards de collecte, c'est ce qui a été réalisé. C'est ça. Alors ça, c'est les chiffres, Fabrice, donc, qui ont été publiés par France Assureur. Donc 30 milliards, c'est la collecte nette au niveau de la France en épargne, en assurance l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est une année absolument record, surtout si on doit mettre ça en perspective par rapport à 2023, qui était là, j'allais dire, une année un petit peu de sinistrose. Oui, on se souvient qu'à l'époque, on avait beaucoup de concurrence des dépôts à terme, des comptes à terme. C'est ça. Là, finalement, la baisse au niveau des taux, elle a allégé un peu la pression. C'est ça. 2023, donc on était avec des taux qui étaient très élevés. Donc effectivement, donc une concurrence, on va dire, mais normale, mais très importante des produits bancaires, dont les dépôts à terme. On était avec des produits donc début 2023 qui offraient plus de 4%. Donc notamment les DAT. Si on regarde donc en 2024, donc on a eu une baisse graduelle des taux et donc une baisse graduelle de cette concurrence et aussi également donc un retour de cette liquidité qui en 2023, on va dire, il y avait eu cette liquidité et cette abondance exceptionnelle dans les dépôts à terme et donc c'était généralement des dépôts à terme court terme, donc 12-18 mois, ce qui explique qu'en début 2024, une partie de cette liquidité est revenue dans le marché et a pu être captée en partie en tout cas par l'assurance vie. Et donc ça explique notamment donc, le succès de l'assurance vie en 2024. Je trouve ça assez rassurant. On dit souvent que les Français sont un peu nuls dans les affaires financières. Là, on voit qu'ils ont été opportunistes. Hop, on rachète finalement une partie de ces contrats, peut-être sans le fermer, et on met sur du 3,5-4% avec des choses un petit peu boostées. Et puis là, on revient tranquillement sur l'assurance vie. Est-ce que chez Ramify, vous avez vu ce même effet? Loïc en parlait, cette année, plus de collecte, moins de rachats. Absolument, nous, l'assurance vie, ça reste notre moteur principal, comme les moyennes effectivement de l'industrie. Nous aussi, c'est ce qui capte l'essentiel finalement des nouveaux encours de la part de nos investisseurs, que ce soit assurance vie française ou assurance vie luxembourgeoise. Énorme gain, et nous on a pu aussi le voir, on a ces comptes à terme qui ont subi une décollecte en faveur d'investissements beaucoup plus long terme, un peu plus risqués aussi, il faut le dire. Je suis assez d'accord avec vous, les Français, on leur tape souvent sur le doigt en disant qu'ils n'y connaissent rien en investissement.
moi je vois depuis qu'on a créé Ramify, au contraire une réelle amélioration sur ce sujet. Ouais. Du coup, l'assurance vie reste vraiment le placement préféré des Français. On arrive à pratiquement 2000 milliards d'encours, hein, 1989 milliards. Allez, on fait encore un petit effort. Loïc Le Foll, on parle des unités de compte, juste pour finir sur cette partie. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu pousser par les assureurs ces dernières années, avec des fonds euros boostés à condition d'être sur les unités de compte. Est-ce que les Français continuent à être investis sur des unités de compte ou s'en détournent pour mettre sur le fonds en euros? Alors absolument. Je dirais, Fabrice, que c'est une tendance de fond. Parce que donc là, on parle d'assurance vie en épargne patrimoniale. Donc c'est vrai que si on parlait juste du retail, généralement, le pourcentage investi en fonds en euros est plus important quand on parle d'assurance vie retail qu'en épargne patrimoniale. Maintenant, ayant dit ça, c'est vrai aussi que là, 2024 a été un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que donc les offres de fonds en euros, et notamment avec des bonus sur primes, des bonus sur encours, ont fait que en 2024, une partie de la collecte a été un peu plus orientée vers les fonds en euros. Maintenant, donc, on assiste à une baisse des taux, on assiste également à une baisse des bonus, et donc on va avoir un rééquilibrage et un virage à nouveau vers les UC, donc pour cet aspect d'assurance vie patrimoniale. Vers les unités de compte. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est assez différent. Quelles que soient les années, on est à plus de 80%, 90% de nos investissements en assurance vie qui sont en unités de compte. Donc c'est assez vite démarqué sur cet aspect diversification, sur cet investissement dans le marché notamment privé. Et en réalité, c'est ce qui plaît. C'est aussi pour ça que les gens vont nous voir. C'est pour cet investissement diversifié et plutôt risqué, en tout cas, si on compare ça avec les fonds euros. On vient chez Ramify finalement pour aller chercher des classes d'actifs un petit peu différentes, celles qui étaient réservées autrefois aux institutionnels. C'est ça, c'est une nouvelle façon d'investir, c'est-à-dire nous on a une grosse équipe de recherche qu'on met beaucoup en avant, et avec cette diversification sur les classes d'actifs. Je pense que pour très très peu de Français, il est clair qu'il peut y avoir du private equity, de la dette privée, même dans l'assurance vie française. Et nous, on n'a pas attendu la loi industrie verte pour le faire. Il y a déjà 2 ans, on en proposait, que ce soit en dette privée ou en private equity. Oui, on va s'intéresser à l'assurance vie luxembourgeoise. Alors France-Luxembourg, en foot, l'affiche n'est pas forcément formidable, mais en ce qui concerne les assurances vie, le Luxembourg a des atouts à défendre. C'est quelque chose que vous proposez, Olivier Herbouch et Ramify, cette assurance vie luxembourgeoise. Est-ce qu'on peut déjà, pour ceux qui nous regardent, en redéfinir un petit peu les contours et surtout les avantages par rapport à celles qu'on trouve en France ? Oui, bien sûr. Nous, effectivement, on en distribue et on en distribue même de plus en plus, notamment depuis l'été précédent. On y reviendra, j'imagine. Mais 3 gros blocs de différenciation d'un aspect positif, je dirais une beaucoup plus grande flexibilité au niveau des supports d'investissement. On parlait de l'investissement privé. En assurance vie luxembourgeoise, on peut quasiment investir dans tous les fonds, sous conditions, bien sûr, mais quasiment tous. On a aussi une énorme flexibilité au niveau de la fiscalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est quand même très rare pour un dirigeant, pour un cadre supérieur, que ce soit par le travail ou pour juste sa retraite, de rester dans un et un seul pays, en l'occurrence la France. Et c'est vrai que cette assurance vie luxembourgeoise permet de se déplacer et donc potentiellement, oui, on va à la retraite, on cherche un peu plus de soleil. Certains cherchent aussi une fiscalité un peu plus avantageuse. Et c'est vrai que cette assurance vie luxembourgeoise, en ce sens, elle est très très pertinente. Le dernier point, c'est aussi une sécurité accrue. On parle du triangle de sécurité. Oui, expliquez-nous ce fameux triangle de sécurité luxembourgeois. Le triangle de sécurité, oui, je vais aussi le comparer avec l'assurance vie française. Mais déjà, si on dit triangle, c'est qu'il y a bien sûr 3 parties dans ce mécanisme-là. Il y a le premier, l'assureur, donc par exemple AG2R La Mondiale. La deuxième contrepartie, c'est la banque dépositaire. Oui. Et enfin, le régulateur luxembourgeois. Ce qui se passe, c'est que là, les encours, ils vont être déposés chez la banque dépositaire. En quelque sorte, l'investissement du client n'est pas en réalité détenu par l'assureur, mais bien par la banque dépositaire. Le régulateur contrôle tout ça. Et donc, en quelque sorte, si l'assureur devait faire défaut, devait faire faillite, là où on pourrait avoir un risque en France, que les dépôts soient utilisés finalement en contrepartie de cette dette, au Luxembourg, ça, c'est pas possible, ou en l'occurrence, les premiers remboursés seront les clients. Juste pour pas être dans une sinistrose complète, que ce soit au Luxembourg ou en France, ces probabilités de faillite d'assureurs
elles existent, mais elles sont quand même très très faibles. Et donc voilà, il faut juste un peu mesurer. C'est aussi pour ça que nous, et on a travaillé avec AG2R La Mondiale pour sortir au Q1 cette assurance vie luxembourgeoise très spécifique. Mais on offre au même prix une assurance vie luxembourgeoise qui offre plus de flexibilité et plus de sécurité. Donc si on peut le faire, pourquoi s'en priver? Est-ce que c'est un produit réservé à une clientèle fortunée? C'est ce qu'on entend souvent. Ça dépend comment vous définissez fortuné. Ce qui est clair, c'est qu'une assurance vie française, c'est à partir de 1 000 euros. Une assurance vie luxembourgeoise, traditionnellement, c'est 250 000 euros. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Mais, et justement, c'est ce qu'on va apporter pour le Q1 2025. On a réussi à faire baisser ce ticket d'entrée de 250 000 à 100 000 euros. Donc, ça ouvre les portes, en réalité, à énormément d'investisseurs français. Loïc Le Foll, je vous laisse réagir quand même à ce qu'on vient de nous dire du côté avantage Luxembourg sur cette sécurité. Rassurez-nous, c'est vrai qu'on est quand même assez sécure en France sur les avoirs, même si s'il n'y a pas ce même triangle de sécurité, cette ségrégation des fonds. Non, absolument. Alors tout d'abord, effectivement, donc la description donc qu'a faite Olivier, donc j'ai écouté avec attention, mais c'était extrêmement, effectivement, donc extrêmement complet. Donc là, j'ai rien à rajouter. Après, comme l'a dit aussi Olivier, c'est vrai que le risque de défaut, il est effectivement, j'allais dire, relativement faible. Alors, une des raisons peut-être aussi pour rajouter, donc Olivier l'a mentionné, il y a la mobilité, la neutralité fiscale, c'est-à-dire que il faut savoir aussi, parce que donc, parmi des fois les mythes, on peut penser que un client résident français souscrivant un contrat luxembourgeois va avoir peut-être une fiscalité différente. Allégé, oui, c'est le cas. Non, absolument pas. Donc c'est tout simplement, c'est la fiscalité du pays de résidence. Donc un résident français qui va avoir un contrat franco-français ou un contrat franco-luxembourgeois est soumis à la même fiscalité, à la même transparence fiscale. Donc dans les deux cas, donc les contrats sont absolument déclarés. Non, après, ça peut être en cas de mobilité. C'est-à-dire que un client français qui va se délocaliser à un moment donné, je ne sais pas, un entrepreneur va partir en Italie, au Portugal ou autre, à ce moment-là, avec un contrat luxembourgeois, il n'aura juste que la fiscalité de son nouveau pays de résidence qui va s'imposer. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et autrement, peut-être pour ajouter à ce que disait Olivier, c'est souvent aussi des produits qui sont offerts au Luxembourg qui vont être multi-devises, banque dépositaire et potentiellement multigestionnaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est-à-dire que, donc, en tout cas, de mon avis, nous, ce qu'on voit, c'est que ça correspond à différents segments dans la clientèle de gestion patrimoniale. Donc, plus on monte en gamme, tout à l'heure je disais, plus effectivement on recherche aussi des UC, mais au Luxembourg aussi, plus on monte en gamme, plus quelque part on va avoir affaire à des clients qui vont chercher un certain degré de sophistication. Et dans une même enveloppe assurantielle, on peut avoir des clients qui vont dire, ben voilà, je veux par exemple avoir une partie de mes actifs déposés en France avec un gestionnaire en France et peut-être une partie j'allais dire, avec une banque dépositaire au Luxembourg ou en Suisse, avec un gestionnaire luxembourgeois ou suisse ou peu importe. Donc, c'est-à-dire que ça permet vraiment d'avoir un mix et qui, on va dire, protège d'une certaine façon les clients. Une diversification, c'est ça? Dans la diversification, bon, c'est vrai qu'à partir d'une certaine somme, on a plus de moyens pour aller chercher d'autres solutions. Quel est le profil type que vous avez, ou chez Ramify par exemple? Quels sont les investisseurs qui se tournent vers cette assurance vie luxembourgeoise? Alors, assez naturellement, ce sont des chefs d'entreprise, des dirigeants, par exemple. Pas plus tard que début de cette semaine, moi j'ai eu un entrepreneur de Toulon qui cherchait notamment, et je pense que c'est là où on se rend compte de la flexibilité, à placer une partie de ses parts d'entreprise dans cette assurance vie luxembourgeoise. C'est impossible dans l'assurance vie française. Donc c'est vraiment ce profil d'une personne qui a déjà réussi à établir un certain niveau de patrimoine, qui se rend compte de l'impact que ça va avoir de bien placer son argent dans un contexte fiscal, dans un contexte flexible, hyper intéressant. Et en ce sens, oui, beaucoup d'afflux de nouveaux clients qui se tournent vers une solution bien plus digitale qu'auparavant, parce que c'était un des freins, je pense, énormes par le passé, qui est de devoir remplir des bulletins de 60 pages qu'il faut signer à la main et discuter avec sa contrepartie. Voilà, on en sait un petit peu plus en tout cas sur cette assurance vie française et luxembourgeoise. Alors, quelle assurance vie choisie en 2025? C'est l'objet du débat.
Le débat dans cet effet patrimoine spécial assurance vie versus assurance vie luxembourgeoise, justement, quelle assurance vie choisir pour 2025? On a vu que suite à la dissolution, mi-2024, certains épargnants ont fait le choix d'ouvrir une assurance vie luxembourgeoise. Ça a été la ruée vers le Luxembourg. En tout cas, il y a eu beaucoup de questions. Alors, on a vu les avantages, certains inconvénients peut-être de ce placement. Quels sont-ils exactement? On va repréciser tout ça avec nos invités. Loïc Le Foll, membre du COMEX, la mondiale, AG2R La Mondiale, et Olivier Herbault, le cofondateur de Ramify. Messieurs, justement, on se pose cette question. Vous venez de nous signaler voilà, qu'il y a des clients qui ont des réflexions tout à fait légitimes sur leur patrimoine, notamment quand il est assez étoffé. Est-ce qu'il y a une ruée? Est-ce que vous avez senti un vent de panique voilà, avec cette dissolution en 2024? Est-ce que vous avez eu un afflux d'appels entrants peut-être sur ces solutions à l'étranger? Oui, bah absolument. Nous, il y a clairement eu un avant-après. On a eu plus de 300% de demandes en plus après la dissolution de l'Assemblée nationale. Les personnes se posent des questions, ils se demandent qu'un potentiel futur gouvernement puisse changer les règles du jeu et potentiellement forcer une certaine orientation de l'épargne, voire même peut-être ponctionner. Je ne dis pas que je partage bien sûr toutes les peurs, mais c'est une peur qui est réelle, nous qu'on sent, qu'on perçoit sur le terrain. Oui. C'est vrai qu'il y a cette crainte sur évidemment les incertitudes, à nouveau peut-être une certaine mouvance, on va dire, fiscale, le retour sur des règles bien établies, et puis peut-être se projeter déjà sur 2027. C'est vrai qu'au légitimement, il peut y avoir des craintes pour certains. Est-ce que ça a été la même chose, j'allais dire, le même engouement ou les mêmes questionnements? Alors, non, j'allais dire, nous, il y a eu beaucoup de battage médiatique. Oui. C'est vrai, je pense qu'on n'a jamais entendu parler autant de l'assurance luxembourgeoise, donc dans tous les médias. Maintenant, si je regarde, j'allais dire en plus, j'ai les deux casquettes, on va dire, l'assurance patrimoniale en France et au Luxembourg. L'année dernière a été une très bonne année pour les deux, mais au-delà des effets d'annonce, on n'a pas vu, pardon, on n'a pas vu vraiment une augmentation de la collecte spectaculaire, on va dire, en juin ou ailleurs. Par contre, on a eu, c'est vrai, énormément de questions. Donc là où je rejoins Olivier, c'est que je pense que, en tout cas, voilà, des personnes se posaient des questions, essayer de comprendre l'assurance luxembourgeoise, donc ça c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, on travaille avec des distributeurs qui aujourd'hui, et j'allais dire et avant, ont des clients pour l'assurance vie française, ont des clients pour l'assurance vie luxembourgeoise, et savent faire la part des choses. Donc en tout cas, aujourd'hui, nous, on n'a pas vu de grandes différences. D'accord. Sur cette assurance vie luxembourgeoise, vous nous avez dit tout à l'heure qu'elle permet d'accéder à des allocations d'actifs très diversifiées, très internationales. Est-ce qu'il y a des choses inédites qu'on peut faire avec l'assurance vie luxembourgeoise qu'on ne pourrait pas faire en assurance vie classique française? Bien sûr, on va dire, l'assurance vie française est beaucoup plus protectrice, notamment sur des notions de liquidité ou d'absence de liquidité. Donc très concrètement, l'assurance vie luxembourgeoise va être beaucoup, beaucoup plus flexible sur les investissements et dans le non-coté. Si on compare le nombre de fonds disponibles en non-coté dans l'assurance vie française avec l'assurance vie luxembourgeoise, les rapports, ils peuvent même être 200. Et moi, je suis assez bien placé pour en parler. Mon assurance vie, l'assurance vie française que l'on distribue et que l'on propose à nos clients, aujourd'hui, il va y avoir moins de 5 fonds de private equity. Demain, on ouvre une assurance vie luxembourgeoise. Techniquement, je peux en proposer 1000. Alors, il y a des conditions. Donc, ça va être quoi, la dette privée, des infrastructures? Dette privée, private equity, infrastructure. Encore une fois, on peut même faire du titre vif, on peut même faire du non-coté au titre de sa société. C'est extrêmement, extrêmement large. C'est pour ça que c'est aussi très dur pour moi de lister toutes les options ici. D'accord, ça serait trop long, effectivement. Est-ce qu'il y a des aménagements? On sait que les gens veulent du sens aussi pour leur placement. On parle beaucoup d'investissement ESG, même si ça a eu un petit peu moins le vent en poupe ces derniers temps. C'est quelque chose qui vous est demandé voilà, sur les assurances vie luxembourgeoises également? En tout cas, nous, on le propose et on le propose assez fortement. On a une équipe de recherche spécifique où on essaie absolument de retirer tout ce qui pourrait être considéré comme du greenwashing pour vraiment se concentrer sur une limitation de l'augmentation à la température. C'est demandé. Je reconnais que je m'attendais à ce qu'il y ait un engouement beaucoup plus fort de la part du marché. Nous, on n'est pas là pour forcer un investisseur
à miser sur tel ou tel segment, telle ou telle valeur. Donc on le propose, mais pour autant, je trouve que la demande est encore assez mesurée actuellement, notamment sur l'assurance vie luxembourgeoise. Oui. En France, en revanche, on a l'impression Alors, on entend parler de la part de l'industrie, c'est-à-dire des conseillers en gestion de patrimoine qui doivent se mettre à se fermer article 8, article 9, l'ISR, on en parle beaucoup. Est-ce que ça infuse dans le public? Est-ce que ce sont des demandes ou finalement Alors c'est non, l'industrie qui s'y met? je rejoins complètement Olivier, hein. Je pense que, alors on voit qu'il y a une tendance de fond, oui, mais je pense que ça va mettre du temps avant qu'on voit vraiment les résultats. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investisseurs, on va dire les clients patrimoniaux, cherchent quand même avant tout la performance. Donc il faut que ce soit de l'article 8, de l'article 9, avec une très bonne performance aussi. Voilà, performance financière et ensuite peut-être extra-financière, c'est encore mieux. C'est ça. Mais par contre, on voit que la tendance de fond, elle y est. Oui. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est pas une révolution, en tout cas aujourd'hui, quoi. Quelle stratégie adopter voilà, pour les épargnants qui nous regardent? Comment faire son choix finalement? Alors, une première limite peut-être ou barrière à l'entrée, la somme, vous l'avez dit, Bien sûr. 250 000 euros, c'est un minimum ou est-ce qu'il y a des petits contrats luxembourgeois? Est-ce que ça existe? Je ne sais pas s'ils sont petits, en tout cas, on essaye avec toute l'industrie, notamment avec AG2R La Mondiale et Loïc, on essaye d'innover, de faire notamment baisser ce ticket d'entrée. C'est la réalité aujourd'hui, c'est à partir de 100 000 euros, donc grosse innovation déjà en ce sens. Bien sûr, c'est toujours pas 1 000 euros. Je pense que oui, on peut malgré tout, si on a un ticket d'investissement plus faible que ça, faire de choses magnifiques en assurance vie française notamment. Encore une fois, ça reste, si c'est si plébiscité par les investisseurs, c'est quand même pour une raison. Il y a encore énormément d'avantages à la clé, une diversité très forte. On peut avoir énormément de classes d'actifs, du private equity, de la dette privée, Bien sûr. des actions. Donc ça reste encore très pertinent, mais le ticket reste encore limitant. On a beaucoup parlé d'investissement au niveau des règles de transmission, parce que ça sert aussi Bien à ça, sûr. l'assurance vie, ce sont les mêmes qu'en France au niveau du Luxembourg? Oui, puisqu'il y a cette transparence, il va y avoir cette transparence fiscale. Donc si on est résident français, ça va s'appliquer exactement de la même façon. Ok, on passe à notre volet digitalisation, puisque c'est votre proposition chez Ramify, effectivement, et puis on sait que bien sûr les équipes d'AG2R La Mondiale se sont penchées. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup justement de numérisation, bien sûr des contrats. Pour autant, on a l'impression que voilà, les Français, en tout cas les parents français, a toujours besoin de ce contact. Alors est-ce que c'est pas une opposition finalement quand on a beaucoup d'argent? Est-ce qu'on va vers sa banque privée ou est-ce qu'on se dirige maintenant de plus en plus vers des acteurs 100% digitaux? Moi, je pense pas que c'est une contradiction. Je pense que ce sont deux choses différentes. L'intelligence artificielle, nous, à titre personnel, nous aide beaucoup. Oui. Mais c'est pas pour autant qu'on supprime le niveau du conseil et qu'on va dire aux personnes, allez sur ramify.fr et maintenant vous vous débrouillez. Vous C'est allez pas parler du à un tout le robot. cas. Voilà, c'est pas du tout le cas. C'est pas ce que l'on souhaite faire. Effectivement, je pense que l'humain, pour comprendre exactement le projet du client final est fondamental. Et en tout cas, nous, on ne souhaite pas le supprimer. Qu'est-ce que l'on va nous supprimer? En tout cas, qu'est-ce qu'on fait de différent par rapport à une banque privée classique? Une banque privée classique, aujourd'hui, si on résume, sur 10 étages, il va y en avoir 9 qui vont être des fonctions support. Et une qui va être finalement, qui va parler, qui va travailler pour le client. Nous, ce que l'on fait, et notamment avec des outils de l'IA, c'est qu'on renverse ce rapport de force. C'est-à-dire qu'on a une équipe de tech, et c'est pas un gros mot, qui va s'occuper de tout digitaliser. Effectivement, le conseiller ne va pas recopier votre bulletin de souscription à la main. Je suis pas sûr que ce soit un besoin nécessaire pour le client final, mais ce conseiller, maintenant, va pouvoir se concentrer à 100% vis-à-vis du client sur sa plus-value. C'est comment bien conseiller l'investisseur qui me parle et qui a un projet d'investissement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le FOL voit aussi, chez AG2R La Mondiale, il y a eu un réel effort ces dernières années sur la digitalisation. Tout à fait. Mais donc, comme le dit aussi Olivier, hein, donc, c'est-à-dire c'est la digitalisation, mais avec, j'allais dire, l'humain au milieu de tout ça, notamment là dans la partie épargne patrimoniale, parce que donc on pense que c'est un univers où la confiance, l'empathie
ont des rôles extrêmement importants. On parle maintenant de conseillers augmentés, notamment justement avec l'intelligence artificielle. Donc, on y croit beaucoup. On développe beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc, récemment, on vient de lancer donc, notre propre, j'allais dire, moteur d'intelligence artificielle en interne, hein, qui se base sur les chats GPT, Mistral et autres. Donc, on est en train de développer un petit peu des cas d'usage, mais l'idée, c'est de pouvoir effectivement l'utiliser à court terme, à moyen terme, pour, j'allais dire, pour aider nos partenaires, pour aider nos assurés et leur apporter un meilleur service. Est-ce que vous constatez une dynamique, Olivier Herbout, chez Ramify, sur justement ce qu'on appelle les ultra high net worth, voilà, des gens qui ont plusieurs millions d'euros, ou des fois dizaines de millions d'euros, justement vers ce digital, ou est-ce qu'il y a toujours ce besoin de réassurance avec un conseiller en physique, même, ou en visio? Alors nous, aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire, et plus de 4000 investisseurs nous font confiance, c'est des personnes qui vont investir entre 100 000 et 5 millions d'euros. Est-ce qu'on peut considérer que c'est de la ultra high net worth? Ça, je ne sais pas. Je pense que nous, on ne s'adresse pas encore à cette typologie de clients. Ce que je peux dire sur cette segmentation, hein, que les anglo-saxons appellent mass affluent, c'est oui, je pense que les personnes sont déçues. La moyenne d'âge de nos investisseurs, de nos clients, c'est du 45-55 ans. Ils étaient dans une banque privée auparavant, mais ils en ont juste eu marre de devoir poser une demi-journée pour signer des papiers alors que tout le reste de leur vie est digitalisé. Ça, maintenant, ça ne fonctionne plus. Ils en ont aussi marre de potentiellement avoir 3 fonds, et c'est 3 fonds maison de la banque. Et donc forcément, même si le conseiller peut être brillant, c'est difficile de bien conseiller quand on n'a pas le choix. Et donc, effectivement, je pense que le digital n'est plus du tout un gros mot dans l'aspect de la finance, de l'investissement. On s'est tous habitués à faire des visioconférences en digital. Je ne vois pas pourquoi ça serait un frein aujourd'hui sur l'investissement. Olivier Defol, vous qui avez une vue assez macro, on va dire, hein, puisqu'il y a des distributions classiques, on a de la distribution avec des acteurs comme Ramify. Comment vous voyez cette évolution? C'est une évolution qui est importante et donc pour nous qui est structurante. Parce que donc effectivement, hein, donc on va dire nous on a un modèle qui est purement en B2B2C. On a commencé par la distribution plutôt institutionnelle avec les plus grosses banques privées. Maintenant aussi, et depuis quelques années, donc c'est la distribution à travers les multifamily office, les CGP, plateformes et autres, hein, qui est extrêmement aussi importante pour nous parce que c'est un segment qu'on voit grandir. Et le segment des néo-distributeurs, dont Ramify, c'est quelque chose aussi pour nous qui est clairement stratégique, clairement structurant. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on en était au balbutiement. Maintenant, on voit que les néo-distributeurs donc prennent une part de marché de plus en plus important. Et pour moi, ça adresse des besoins différents en termes de segmentation client. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir des clients qui vont s'adresser à leur banque privée, on va avoir des clients qui vont préférer s'adresser à des CGP, à des multifamily office, et on va avoir des clients, et on en a de plus en plus, qui vont s'adresser à des néo-distributeurs. Donc, et nous, quelque part, l'idée, c'est de pouvoir adresser tous ces canaux de distribution. Tous ces segments, et c'est pour ça que vous les suivez attentivement. Voir Absolument. Que vous êtes partenaire avec, en tout cas, assurance vie classique ou assurance vie luxembourgeoise. On voit que ça dépend vraiment de son profil, de son appétence. Et puis après, on a tous ces canaux en physique, en digital. On peut dire que voilà, l'épargnant français continue à être très bien équipé pour 2025. Merci à nos deux spécialistes, Loïc Lefol, membre du COMEX AG2R. Merci à Olivier Herbout, cofondateur de Ramify. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'Effet Patrimoine.